C'est une interview exclusive accordée par Donald Trump à Sonia Dridi, notre correspondante pour LCI à la Maison-Blanche. Le président américain, avant une probable rencontre avec Volodymyr Zelensky, dit Zelensky doit trouver un accord. Et il redit aux Européens: arrêtez d'acheter du pétrole russe. Il n'est pas question que les Américains appliquent des sanctions si vous n'en faites pas de même. Écoutons-le au micro d'LCI. Eh bien, il doit aller de l'avant et trouver un accord. Zelensky doit trouver et faire un accord. Et l'Europe doit arrêter d'acheter du pétrole aux Russes. Ok ? Vous savez, ils n'arrêtent pas de parler, mais ils doivent arrêter d'acheter du pétrole à la Russie. Grégory Phillips, bonjour. Vous nous avez rejoint, rédacteur en chef international sur LCI. Alors, cette prise de parole est un peu inattendue à notre micro. Est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses ? Oui, alors très rapidement, on est sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. On aperçoit derrière l'hélicoptère présidentiel Marine One. Pourquoi ? Parce que Donald Trump part au Royaume-Uni et que l'hélicoptère doit le mener jusqu'à la base Andrews, d'où il prendra son avion d'ici 1 heure ou deux. Traditionnellement, au moment de ses départs, vous avez quelques journalistes qui peuvent accompagner Donald Trump jusqu'aux marches de l'hélicoptère. Et parmi eux, Sonia Dridi, qui est notre correspondante accréditée à la Maison-Blanche et qui, évidemment, a en tête le fait que la semaine prochaine, à New York, Donald Trump doit rencontrer des chefs d'État et de gouvernement et sans doute Zelensky. C'est en tout cas ce que le département d'État américain a fait savoir hier. Et donc, Sonia pose la question directement à Trump. Qu'est-ce que vous allez dire à Zelensky ? Et c'est la réponse que vous venez d'entendre. Il doit trouver un accord et juste derrière, le petit message aux Européens. Et vous, les Européens, arrêtez de parler et arrêtez surtout d'acheter... Enfin, vous parlez, mais arrêtez d'acheter du pétrole russe. Oui, c'est vrai qu'il met en lumière le double jeu des Européens. On va y revenir, mais on va retrouver Sonia Dridi, notre correspondante pour LCI accréditée à la Maison-Blanche. Bonjour Sonia Dridi, merci d'être avec nous en direct depuis Washington DC. C'est vrai que Donald Trump, il faut le saisir à chaque fois. Et vous qui suivez évidemment les déplacements du président américain, vous avez réussi à lui poser cette question. Racontez-nous. Oui, c'est cela. J'étais donc sur la pelouse sud de la Maison-Blanche pour assister au départ de Donald Trump qui a pris Marine One pour ensuite s'envoler pour Londres. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on peut essayer de poser une question à Donald Trump parce que contrairement à certains de ses prédécesseurs, il passe du temps avant ses départs sur cette pelouse à parler aux journalistes. Alors c'est compliqué parce qu'il y a le bruit de l'hélicoptère. Il faut vraiment tenter d'attirer son attention. On est assez nombreux. Là, aujourd'hui, je faisais partie du pool des journalistes étrangers. Donc, j'étais la représentante des journalistes étrangers à la Maison-Blanche pour la journée, ce qui m'a permis d'avoir une plutôt bonne place donc sur cette pelouse. Et puis, on n'entend pas vraiment ce qu'il dit aux autres journalistes avant nous. C'est ça qui est un petit peu compliqué pour essayer de ne pas être redondant parce qu'il y a tellement de bruit avec l'hélicoptère. Et j'avais en tête ce qu'a dit son ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, sur le fait que Donald Trump pourrait rencontrer la semaine prochaine le président Zelensky à New York. Et donc, je lui ai demandé ce qu'il lui dirait pour essayer d'avoir une réponse la plus directe possible et une réponse qui fasse un petit peu évoluer les choses. À Sonia Dridi, si l'on comprend bien ce que Donald Trump vous a dit, il exige des Européens qu'ils en fassent plus. Oui, tout d'abord, il a dit donc Zelensky devait faire un accord, donc comme si tout reposait seulement sur les épaules de Zelensky. On sait que souvent Donald Trump met un petit peu sur le même niveau la Russie et l'Ukraine. Et puis ensuite, c'est un petit peu le message qui passe ces derniers jours, et également ce week-end sur son réseau Truth Social. Moi, je veux bien suivre, c'est ce qu'il dit. Moi, je veux bien imposer des sanctions à la Russie, mais à condition que les Européens en fassent plus, qu'ils arrêtent d'acheter du pétrole à la Russie. Et on sent évidemment cette frustration grandissante de Donald Trump par rapport à ce conflit. Ici, on le sent vraiment, il est lassé. Il avait promis à ses électeurs de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Il n'y arrive pas, il l'a dit plusieurs fois. Je pensais que ça allait être un conflit facile à régler et cela en est rien. Et en fait, comme l'écrivait le New York Times il y a peu, si Donald Trump ne peut pas être un peacemaker, l'homme qui fait la paix, eh bien, il sera un bystander, un spectateur. Et là, c'est là on sent qu'il presse les Européens d'en faire plus parce que sinon, lui, clairement, on a l'impression qu'il en fera moins.
Merci Sonia Dridi, vous restez avec nous en direct de la Maison Blanche à Washington après cette interview, en tout cas cette prise de parole de Donald Trump à votre micro pour LCI. Il y a 2 éléments à retenir, la question du pétrole russe, des efforts demandés aux Européens et puis cet avertissement à Zelensky avant leur nouvelle rencontre apparemment la semaine prochaine. C'est à lui de trouver un accord ? Alors, d'abord d'un mot, combien il est précieux d'avoir Sonia, qui est vraiment au cœur de la Maison-Blanche. Enfin, ça nous permet effectivement d'aller directement recueillir ces informations. Et oui, clairement, c'est encore une fois, j'ai envie de dire, sur Zelensky que Trump fait porter la responsabilité de ce conflit. Il dit c'est à lui de trouver un accord. Il ne dit pas à ce moment-là c'est à Zelensky et Poutine. C'est à Zelensky de faire un accord, de conclure un accord, et c'est le message que je vais lui délivrer la semaine prochaine. Donc vous avez quand même ce discours assez lourd à l'égard du dirigeant ukrainien et beaucoup moins oppressant, beaucoup moins pressant à l'égard du dirigeant russe. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit à intervalles assez réguliers chez Trump, de faire porter la responsabilité du conflit à Zelensky. Tout ce qui se passe vous donne raison, Magali Barthès. Si vous suivez régulièrement sur LCI, vous êtes toujours méfiante et vous avez raison. Le président américain, il y a quelques jours, dit moi, je vais mettre des sanctions contre la Russie. Je ne suis pas content de ce que fait Vladimir Poutine. Et là, on balaye tout. On a l'impression de revenir à la case départ en permanence avec c'est au président ukrainien de trouver un accord. Mais ça montre à quel point les Européens ont du mal à embarquer Donald Trump derrière l'Ukraine. Ils essaient en permanence. La première fois qu'il nous a parlé du pétrole qu'il fallait arrêter d'acheter, c'était après la réunion à Paris de la coalition des volontaires, où après cette mise d'accord, donc tous les Européens ensemble sur en effet ce qu'ils pourraient faire après un accord de paix, ils ont passé un coup de fil à Donald Trump, espérant enfin pouvoir avoir finalement l'aval de Donald Trump sur le soutien américain à ces garanties de sécurité. Et il leur a dit non, mais attendez, d'abord, vous balayez devant votre porte, vous arrêtez d'acheter du pétrole russe. Alors là, on vise la Slovaquie et la Hongrie, qui, c'est vrai, continuent d'acheter du pétrole russe parce que ce sont des pays enclavés et ils ont une dérogation de l'Union européenne justement pour avoir du temps pour s'adapter et ne pas couper tout de suite l'oléoduc. Mais c'est vrai que quelque part Donald Trump, il appuie aussi là où ça fait mal. Il dit moi je veux bien, mais d'abord faites le job, c'est donnant-donnant. Et ce qui est très net, c'est qu'en fait, il n'a pas changé d'idée sur l'Ukraine. En fait, c'est vraiment ça qu'on retient finalement. Il y a quelques jours, il disait non, mais en fait, de toute manière, il faut être 2 pour danser le tango. Il y a des moments où c'est Zelensky qui veut pas, il y a des moments où c'est Poutine qui ne veut plus. Finalement, c'est toujours très compliqué, mais mettant tout le monde. Enfin, les 2 protagonistes sur le même plan, comme s'il n'y avait pas d'agresseur et d'agressé. En l'occurrence, le pays agresseur et le pays agressé. C'est toujours cette idée-là. Alors, il a rajouté manifestement au pied de son hélicoptère, il va falloir que je me mette à la table, parce que sinon, ces 2-là ne pourront jamais se rencontrer et essayer de trouver un accord. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer un triptyque, Trump, Zelensky, Poutine un jour. C'est-à-dire qu'il remet une pièce dans la machine en disant seul moi, il n'y a qu'une solution pour que tout le monde s'entende, c'est que si j'arrive à les réunir tous dans la même pièce. En même temps, on voit bien que c'est un vœu pieux aujourd'hui et à quel point Vladimir Poutine continue sa guerre. Et une fois de plus, la pression elle est mise sur Volodymyr Zelensky. Alors ils se rencontreront certainement en marge des Nations Unies de l'Assemblée générale la semaine prochaine, mais on voit bien que sur le fond, la posture américaine, elle n'a pas changé. Et puis là, j'ai comme le sentiment que, en fait, il gère sa frustration de l'échec, en fait, de la fameuse réunion qui devait se tenir entre Zelensky et Poutine, qui avait été actée dans le bureau ovale. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Moi, je le trouve plutôt, d'abord cohérent avec ce qu'il dit depuis des mois. Il n'a pas changé de discours. Alors, il rajoute des petits inputs comme l'histoire du pétrole et du gaz. Bon, c'est une nouveauté. Pas le gaz. Oui, pas le gaz. Que du pétrole au passage. C'est bizarre parce qu'on achète du gaz, mais c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, il garde Zelensky dans sa ligne de mire. Et moi, je dis, si je pouvais donner un conseil à Zelensky, le jour où il va rentrer aux Nations Unies à New York dans quelques jours, il a peut-être intérêt à raser les murs, parce que très concrètement, il va faire porter le bébé de l'échec de tout ça à Zelensky. Poutine intouchable, c'est un autre personnage, même si les Russes sont présents. Poutine ne sera pas présent à New York, mais les Russes sont présents. En fait, très concrètement, c'est
Zelensky le responsable. Ça, c'est comme fort de café. Oui. C'est-à-dire que il met la barre un petit peu haut, et je pense qu'aux Européens qui sont en train de se renforcer à la frontière polonaise, etc., quand on a un message comme ça, le chef de l'OTAN, c'est lui le chef de l'OTAN, et le chef de l'OTAN, il dit, moi, je fais autre chose, là, je vais en Angleterre, je fais ma visite d'État, etc. Donc, il y a un côté un peu désespérant, et pour les Européens, c'est vraiment que c'est... Je vais voir Charles III. Il a le droit d'aller rencontrer le roi d'Angleterre. C'était prévu depuis longtemps et c'était une invitation officielle. Oui, rappelons juste que mi-août, Trump s'était fixé comme objectif une rencontre Poutine-Zelensky dans les 15 jours, il avait dit, c'est ça ? 15 jours, exactement. On n'y est pas du tout. Enfin, on aime bien dire 15 jours à chaque fois. Voilà, non, mais il fixe effectivement des délais qui ne sont pas respectés, mais effectivement, il est dans l'incapacité à ce stade de peser suffisamment sur Vladimir Poutine pour le contraindre à aller à la table des négociations. Et on voit que Poutine n'en a cure et continue effectivement ses provocations quasi quotidiennes à l'égard des pays européens et des pays de l'OTAN. Et l'OTAN, c'est aussi les États-Unis. Mais ça, peu importe. Pour Trump, en tout cas, dans ce qu'il déclare là, juste avant de décoller de la Maison-Blanche, c'est la responsabilité de l'échec, parce que c'est un échec pour lui, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un échec de ne pas réussir à régler ce conflit. Lui qui se vante d'avoir réglé cette guerre depuis son retour à la Maison-Blanche, il est en position d'échec, il est confronté au mur de la réalité, parce qu'on ne règle pas un conflit aussi compliqué comme ça en quelques jours ou en quelques semaines. Et la responsabilité de cet échec, à ses yeux en tout cas, c'est Zelensky. Sonia Dridi, vous êtes toujours avec nous en direct de la Maison-Blanche. Je rebondis sur ce qu'on dit en plateau avec vous, qui suivez le président américain, qui est accrédité à la Maison-Blanche. Selon vous, d'après ce qu'il vous a dit, qu'est-ce qu'il attend de Poutine désormais ? Eh bien, c'est difficile de dire ce qu'il attend de Poutine. Il est de plus en plus frustré envers le président russe. Évidemment, il aurait souhaité une rencontre. Ce qu'il attendait avant tout du président russe, c'est une rencontre avec le président ukrainien. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il voit que ses efforts de médiation sont en train d'échouer, mais il met la pression sur le président Zelensky. Il vient de me dire que s'il voyait Zelensky à New York la semaine prochaine, il lui dirait qu'il doit faire un deal, comme si c'était tout reposé sur les épaules du président ukrainien. Ce qu'on ressent vraiment beaucoup ici, c'est que c'est une situation qui le ronge, qui l'agace profondément et qu'il commence vraiment à se lasser de cette situation. Déjà, il y a quelques mois, il disait à certains de ses donateurs à Mar-el-Lago que des fois, cela l'empêchait de dormir, cette situation, qu'en fait, c'était très difficile, plus difficile qu'il ne pensait de dealer, de négocier avec le président russe, comme si il n'y s'y attendait pas. Au fur et à mesure des mois, il est devenu quand même un peu moins naïf, plus réaliste. Il a même déjà dit que peut-être que le président russe le menait en bateau. Mais ce qu'on sent toujours, c'est qu'il n'ose pas parce qu'il espère établir des relations diplomatiques avec la Russie, notamment pour que les États-Unis puissent refaire du business avec la Russie. Il n'ose pas mettre ses sanctions sur la Russie. Et il y a récemment, la semaine dernière, quand un de mes collègues lui a demandé « Mais pourquoi vous ne mettez pas de sanctions contre la Russie ?» Il s'est tout de suite emporté en disant et les surtaxes à l'Inde, qu'est-ce que c'est que ça, etc., en essayant de se justifier. Et aujourd'hui, il demande aux Européens de faire plus. Mais on sent qu'il y a toujours cette extrême prudence pour ne pas fâcher Vladimir Poutine, et donc il remet toute la pression sur le président ukrainien. Oui, c'est ce qu'on a compris en écoutant le président américain qui vous a répondu à votre micro pour LCI. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante en direct de la Maison-Blanche. Pour rebondir avec vous, Magali Martès, il met cette pression alors qu'on espérait une évolution. Il avait employé pour la première fois le mot d'agresseur, d'envahisseur en parlant de la Russie. Puis finalement, c'est toujours dans la balle, dans le camp du président ukrainien. C'est vrai que cette pression qui est mise sur Zelensky, elle va dans le sens de ce que Donald Trump d'ailleurs a écrit aux membres de l'OTAN dans une lettre ouverte qu'il a publiée ce week-end sur son réseau social, où il a dit c'est la guerre de Zelensky et de Biden. Oui. Il ne dit pas c'est la guerre de Vladimir Poutine. Non, il dit c'est la guerre de Zelensky et de Joe Biden. Comme si en fait il avait compris qu'il avait très peu de prise finalement sur Vladimir Poutine, celui sur lequel il peut faire pression, à qui il peut tordre le bras finalement c'est Zelensky.
Zelensky. Et l'idée de faire référence à Joe Biden, c'est toujours cette même idée. C'est une façon finalement de se justifier de ne pas trouver un accord en disant mais de toute manière, si moi j'avais été là, cette guerre, elle n'aurait jamais commencé. Ce qui est inquiétant pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est que dans cette même lettre, donc publiée samedi, il disait il va falloir arrêter de nous faire perdre notre temps à nous américains. Donc on voit que le ton, il était quand même très dur parce que cette frustration dont nous parle Sonia, en fait, elle se ressent dans toutes ces déclarations et finalement, pour Zelensky, ça va devenir un problème majeur. Il a cédé à l'accord sur les minerais après la séquence catastrophique de la première rencontre dans le bureau ovale. Zelensky avait certainement l'impression que les rapports étaient meilleurs avec Donald Trump grâce notamment au soutien des Européens. Mais là, on a l'impression à chaque fois un peu d'un retour à la case départ. Mais des fois, j'imagine le monde de la Maison-Blanche sans deux personnages. Rubio, qui est quand même, je ne dirais pas que c'est un appui de Zelensky, mais il essaie d'avoir un regard, je dirais, clair sur les affaires polonaises de la semaine dernière. Il a clairement dit que c'était une catastrophe, premier point. Et le deuxième, c'est Kellogg. C'est l'ancien militaire qui est plutôt pro-ukrainien. Donc il y a deux personnages assez haut placés, qui sont des conseillers directs du chef de l'État, qui doivent contrebalancer le discours. Mais imaginons que ces deux personnages ne soient pas là. Je pense qu'il aurait pris ses claques et il serait parti faire du golf ailleurs. Mais non, je veux dire que ça ne l'intéresse pas. On voit bien que il est agacé par les questions qu'on lui pose. Il dit, mais arrêtez de me poser cette question. Zelensky, c'est lui qui doit gérer ce problème-là. Et de l'autre côté, les Européens, avant de me poser la question, traitez votre problème de gaz, de pétrole, et puis on verra plus tard. Au passage, mettez-moi comme 100 milliards de dollars d'achat d'armement, et après, une fois que vous aurez acheté de l'armement américain, vous pouvez le distribuer aux Ukrainiens. Donc il ne perd pas le Nord quand même. Il est quand même, il reste bien sur sa logique commerciale. Mais en fait, on assiste à un monde, enfin moi qui suis avec un peu de bouteille, on n'a jamais vu ça. Enfin, je parle sous le contrôle de mes camarades en plateau, on n'a aucune référence de ce qui se passe aujourd'hui, aucune. En tout cas pas des États-Unis. Alors la seule référence, c'était le premier mandat, où on a vu une diplomatie trumpienne parfois très surprenante. Enfin, souvenez-vous des sommets avec Jong-un, le Nord-Coréen, des menaces, puis des lettres d'amour échangées. Donc déjà, pendant le premier mandat, on a vu quand même un Trump capable de déclarations assez fracassantes et stupéfiantes. Et puis vous aviez l'administration et le département d'État qui, derrière, essayaient d'abord de comprendre ce qu'a voulu dire le président et de comprendre quelle était la position américaine. Il y avait des Bolton, des genres de personnages qui étaient très structurés, très administratifs. Mais vous avez raison sur Rubio, qui est un bon diplomate. Oui, absolument. Un diplomate traditionnel, dans la version la plus traditionnelle et qui n'est pas aussi disruptif, j'ai envie de dire. Et qui, lui, derrière, discute sur le fond des dossiers, échange. On le voit en déplacement. Il était sur un autre dossier à Jérusalem, puis au Qatar. Donc vous avez les diplomates américains qui travaillent derrière, mais qui ne sont pas à l'abri d'une déclaration surprenante. On leur casse le truc. Je pense que Trump est capable de casser à la minute où Rubio dit quelque chose de constructif, il peut le casser en 30 secondes. Hein. Mais évidemment, il n'y a pas de logique. Et c'est vrai que cette perte de consistance, j'imagine que pour un Zelensky qui est en première ligne à Kiev, il doit quand même avoir même pour les Européens, imaginons, 30 secondes. Il faut faire preuve de souplesse avec un Donald Trump qui change d'avis presque tous les jours.